Bonjour à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député européen. Je salue aussi les représentants de la Fondation Jean Jaurès et de la Fondation Friedrich Ebert, les parlementaires allemands également qui sont présents. Merci de m'avoir invité à dire quelques mots devant vous à l'occasion de l'anniversaire de l'accord de Paris. Quel regard franco-allemand pouvons-nous porter sur cet anniversaire? D'abord vous dire que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 129 pays ont ratifié l'accord de Paris. Donc tous les jours, il y a des nouveaux pays qui viennent et qui rejoignent cette coalition. On n'a pas encore la totalité des pays européens. Donc si les parlementaires européens pouvaient les pousser un peu pour que la totalité des pays européens puissent ratifier. Alors certains ont des procédures un peu compliquées, notamment la Belgique, je crois, ou les Pays-Bas, parce qu'ils ont plusieurs parlements internes. Mais quand même, ça fait un peu de désordre que l'ensemble des pays européens n'aient pas ratifié, même si les choses sont en bonne voie. Et puis, c'est vrai que dans cette stratégie pour la COP21, à la fois dans les ratifications et dans les actions, la France et l'Allemagne ont travaillé très étroitement, bien évidemment, sur tous ces sujets. Et puis, nous avons souvent échangé avec ma collègue allemande sur les stratégies nationales, en particulier le débat sur la loi de transition énergétique, avec les échanges que nous pouvions avoir. Par exemple, l'Allemagne est très en avance sur la question de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et en même temps, bon, l'Allemagne n'a pas encore une loi aussi complète que celle de la France, mais il y a une vraie volonté politique, secteur par secteur, d'avancer sur cette transition et notamment sur les énergies propres. Et ça, je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Allemagne et réciproquement. Je voudrais dire aussi qu'on était très observé par l'Allemagne et par l'ensemble des pays européens à l'occasion de la grande réussite de l'émission de l'obligation verte souveraine, les Green Bonds, puisque nous avons réussi quand même un exploit extraordinaire mondial. Nous avons lancé sur le marché donc, ces Green Bonds à partir des 13 milliards de dépenses du ministère de l'Environnement, hors énergie renouvelable, parce que les énergies renouvelables sont soutenues par ailleurs par les tarifs de rachat, et cela à partir de la loi de transition énergétique, plus de la réussite de la COP de Paris et de la réussite de la diplomatie qui ont permis la ratification de l'accord de Paris. Et je crois que c'est cette robustesse de la politique environnementale française qui explique la réussite de cette émission de Green Bonds, puisque par rapport aux 13 milliards et finalement les 7 milliards qui ont été attribués, nous avons eu 22 milliards d'offres en provenance de 200 investisseurs du monde entier. Et donc la place de Paris a tout pour devenir la place de la finance verte. Et ça, je crois que c'est très important. Ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on partage avec l'Allemagne donc, sur la coalition bâtiment, puisque la coalition bâtiment que nous avons créée pendant la COP21, l'Allemagne est très active dans cette coalition bâtiment. Et en particulier, nous avons l'un et l'autre, Allemagne et France, des outils spécifiques. La France a un outil fiscal qui s'est révélé très efficace puisque le crédit d'impôt de transition énergétique apporte aujourd'hui, je préfère voir les choses comme ça, le ministère des Finances dirait coûte. Moi, je dis au contraire, apporte du pouvoir d'achat à ceux qui font des travaux d'économie d'énergie à hauteur de 1,4 milliard d'euros. C'est dire à quel point la dynamique de ces dépenses a dépassé aussi l'ensemble des prévisions. Sur les énergies renouvelables, nous notons que la France a plus 25% de capacité depuis 2014 et que l'on a vu lors du pic de froid, alors qu'on avait émis un certain nombre d'inquiétudes sur la possibilité de coupure de courant. Au contraire, nous n'avons pas eu ces coupures de courant et nous avons pu ainsi réaliser et montrer aux Français que l'équivalent en matière de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables était de 6 à 7 réacteurs nucléaires. Et donc c'est considérable puisque nous avions 9 réacteurs à l'arrêt pour des raisons de contrôle, de sûreté, par l'autorité de sûreté nucléaire. Eh bien, ce sont les énergies renouvelables qui ont permis la continuité de la consommation électrique. Et ce sont les économies d'énergie qui ont aussi permis la continuité de la consommation d'électricité. Et ça, c'est également très nouveau. Et là, on peut dire, par exemple, que l'Allemagne ou certains pays nordiques étaient en avance sur la France par rapport à la sobriété des comportements de consommation et qu'enfin, le consommateur français a compris un certain nombre de choses.
pour le faire, nous avons lancé une campagne de communication pendant les journaux météo. Parce que je me suis dit, finalement, là où les gens sont sensibles au climat, c'est quand ils regardent la météo. Et c'est qui est finalement l'émission la plus regardée en France, parce que tous les jours, il y a 13 millions cumulés de personnes étalées sur la journée qui regardent le bulletin météo. Donc j'ai réuni les journalistes, présentateurs de la météo, et on leur a donné un petit guide pratique pour informer les Français sur la façon dont ils pouvaient économiser l'énergie. Par exemple, si on utilise toutes les machines, non pas à l'heure de pointe, mais aux heures creuses, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Si tout le monde débranche les appareils en veille, c'est entre 1 ou 2 équivalents de réacteurs nucléaires. Si on vide régulièrement ces ordinateurs, là aussi, personne ne savait que ça consommait autant d'énergie, un ordinateur qui ne fonctionne pas dès lors qu'il est trop surchargé en termes de mails tous azimuts. Donc là aussi, éduquer à la sobriété énergétique en matière informatique, c'est quelque chose de très important. Et puis enfin, la baisse de chauffage dans les bureaux, dans tout le secteur tertiaire le soir et en week-end, l'extinction aussi des éclairages. Enfin, il y a une marge de manœuvre assez considérable en matière d'économie d'énergie. J'ajoute qu'au 1er mars de cette année, grâce au vote d'un dispositif spécifique dans la loi de transition énergétique, que les parlementaires connaissent bien pour avoir ardemment contribué à cette loi, il y a l'obligation d'installer des compteurs individuels. Vous voyez, par exemple, sur ce sujet-là, ça fait très longtemps que c'est fait en Allemagne. Et j'ai regardé de près ce qui s'était passé en Allemagne lorsque les compteurs individuels ont été installés dans certains immeubles de copropriété. Ça a conduit jusqu'à 70% d'économie d'énergie le jour où le compteur individuel a été installé. Parce que le consommateur est ce qu'il est, quand il paye exactement ce qu'il consomme, il fait attention. Quand c'est noyé dans le collectif, alors à ce moment-là, il y a du gaspillage d'énergie. Donc j'espère qu'au 1er mars, les compteurs individuels vont être installés, malgré la résistance des milieux concernés. C'est inscrit dans la loi, le décret d'application est fait, et donc cette obligation-là va conduire, je pense, à beaucoup d'économies d'énergie. Je pense dans la performance énergétique des bâtiments aussi, nous avons beaucoup à apprendre de l'Allemagne et des pays les plus froids, du nord de l'Europe également, parce qu'ils sont très en avance, notamment sur les constructions en bois. Je regarde dans l'Arctique, il y avait des petites maisons en bois toutes fines comme ça. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est si chaud et si bien isolé ? Parce que le meilleur isolant, c'est l'air. Donc l'air entre deux parois de bois, c'est le meilleur isolant. Donc vous voyez, comme on est en retard, même sur les technologies de construction, parce qu'on va chercher des choses très compliquées, là où les pays les plus froids ont souvent déjà appris des technologies dont on a beaucoup à apprendre. Sur la question de... Un autre sujet sur lequel on a beaucoup à apprendre, je crois, c'est aussi toutes les questions liées à la lutte contre la pollution. Donc là aussi, on a travaillé sur la question de la baisse des pesticides. On observe aujourd'hui que 93% des Français jugent l'interdiction de la vente de pesticides justifiée. Vous voyez aussi à quelle vitesse les mentalités évoluent. 80% des Français estiment qu'il ne faudra pas revenir sur la loi de transition énergétique, ça va dans la bonne direction. Et pourtant, le mot transition énergétique, quand j'ai commencé le débat il y a 2 ans, Jean-Paul Chandeguet pourra en témoigner, les Français ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Donc vous voyez, le débat parlementaire, le fait que les médias en parlent, le fait la COP21, etc., ont fait que l'opinion qui était très éloignée de ces concepts un peu complexes, aujourd'hui, 90% des Français savent ce qu'est la transition énergétique. Donc ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une démocratisation d'accès à la connaissance qui permet une citoyenneté dans la façon de se comporter dans les actions. C'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'on leur demande, non pas comme ça de façon abstraite, mais comprennent qu'ils peuvent se faire du bien à eux, d'abord sur leur facture d'énergie ou sur leur santé en termes de lutte contre la pollution, et en même temps être citoyen du monde, protéger la planète, aider la France à réaliser ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Énergie renouvelable, maintenant, point suivant. Donc l'objectif est de 18% en 2020. L'objectif de la France est de 23% en 2020 sur les énergies renouvelables. Et sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'objectif européen, c'est moins 40% en 2020. Et donc, sur un certain nombre de sujets, nous avons une proximité naturelle
D'abord, la faisabilité à l'étude d'un projet de territoire à énergie positive franco-allemand. C'est une proposition que j'ai faite à mes homologues allemands, puisque nous avons créé en France les territoires à énergie positive. Et l'idée, ça serait peut-être qu'on en mette un en place, en commun. Nous avons aussi des échanges sur la stratégie nationale bas carbone, puisque nous avons déposé, la France a déposé, j'ai déposé la stratégie nationale bas carbone, comme je m'étais engagée devant le Parlement, peu après l'Allemagne, au registre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, puisque vous savez que l'article 4 de l'accord de Paris nous oblige à déposer notre stratégie bas carbone auprès des Nations Unies, donc ce que nous avons fait quasiment en même temps. Au niveau international, on peut souligner le rôle de l'Allemagne en tant que présidence du G20 pour continuer à porter la dynamique de l'accord de Paris. Et même au niveau des ratifications, l'Allemagne a été un des premiers pays européens à entrer dans cette logique des ratifications. Donc je crois qu'elle a assumé avec la France un vrai leadership, une vraie volonté de nous aider au moment de l'accord de Paris. Et puis là, aussi, nous travaillons ensemble pour que nos deux pays voient les textes européens sur le climat aboutir de façon rapide et ambitieuse. J'ai mis en place la commission de haut niveau Stiglitz-Stern le 31 janvier sur le coût social du carbone en lien avec l'accord de Paris. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous pourrons débattre, peut-être au sein de la Fondation Frédéric Schebert et de la Fondation Jean Jaurès. Ça pourrait être très intéressant dès que j'aurai reçu le rapport très prochainement, d'ailleurs juste avant les journées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ensuite, nous avons lancé le débat sur le faible niveau du prix du carbone avec Gérard Mestralet au titre de son action à travers le groupe Magritte, puisque nous avons un vrai problème au niveau européen qui est que le prix du carbone est beaucoup trop faible. Et par conséquent, je crois que nous devons adopter des mesures concrètes, ambitieuses dans le texte qui est actuellement négocié au Conseil européen. Parce que nous devons à la fois réussir à répartir les efforts entre pays européens. Les efforts prévus dans l'accord de Paris, nous devons maintenant les répartir entre les différents pays européens et en même temps être beaucoup plus à l'offensive sur le prix du carbone. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur le prix du carbone. On a aussi présenté un projet issu du rapport Mestralet-Canfin sur un corridor du prix du carbone. Je pensais que c'était plus confortable pour les pays européens d'adopter ce corridor, c'est-à-dire qui permet une marge de souplesse et pas un seul prix du carbone. Mais là aussi, on a du mal à faire avancer un certain nombre de projets sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est quand même le signal le plus fort si l'Europe parvenait à se mettre d'accord sur un mécanisme concernant le prix du carbone. D'abord parce que c'est très attendu par les entreprises, c'est très attendu aussi par les investisseurs. Puis je pense que si l'Europe veut garder le leadership sur le climat, parce que la place est à prendre, vu ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique et au climato-scepticisme. Obama nous a beaucoup aidé à réussir l'accord de Paris sur le climat. Il y a une vraie volonté en coordination entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, qui ont donné une dynamique très forte. Et souvent, je me dis, mais si nous ne n'étions pas battus pour la ratification de l'accord de Paris, je pense que les choses se seraient délitées. Là, heureusement, il y a eu la ratification, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre dernier, c'est-à-dire un mois après le 4 octobre. Pourquoi un mois après le 4 octobre? Parce que l'accord de Paris dit qu'il faut 50 pays qui ont ratifié, représentant plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, et qu'un mois après avoir atteint cette barre, l'accord de Paris entre en vigueur. Cette barre a été atteinte le 4 octobre, donc le 4 novembre, l'accord de Paris est entré en vigueur. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, 129 États ont ratifié. Si ce travail n'avait pas été fait par la France, aujourd'hui, un pays qui se retirerait de l'accord de Paris pourrait empêcher l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Alors qu'aujourd'hui, un pays qui se retire de l'accord de Paris ne peut plus empêcher l'application de l'accord de Paris. Bien sûr que ça peut faire des dégâts, parce que si un pays relance ou réencourage fiscalement ou politiquement la production des émissions la production des énergies fossiles, c'est un problème à l'échelle planétaire, bien évidemment. Mais en ce qui concerne l'application de l'accord de Paris, celui-ci devient irréversible puisque nous avons franchi le seuil que j'ai indiqué tout à l'heure et que l'accord de Paris est rentré en application.
Alors ensuite, sur le partage de l'effort que j'évoquais tout à l'heure, qui est quand même le gros problème au niveau européen, la Commission européenne a présenté un tableau de répartition de ces efforts que la France soutient. La France a même accepté de renforcer son ambition cohérente avec la loi de transition énergétique pour faciliter l'accord entre les pays européens. Mais il reste aussi à crédibiliser cette ambition européenne au niveau mondial. Et sur ce point-là, nous nous trouvons en phase avec la position allemande, c'est-à-dire que nous refusons d'affaiblir l'objectif climat pour 2030, avec notamment certains artifices comptables, comme certains le proposent dans le cadre des budgets carbone européens. Alors c'est un peu technique, mais c'est vrai que les discussions sont difficiles. Et en même temps, donc on va voir au prochain Conseil des ministres de l'environnement si nous réussissons, les pays européens, à faire ensemble un effort pour afficher cette répartition des efforts et pour prendre le leadership climatique. Ça se passe le 28 février prochain. Il est évident que nous avons un besoin du soutien de l'Allemagne, un besoin clair, qui ne soit pas différent entre la ministre de l'Environnement et son secrétaire d'État, et qui est beaucoup plus restrictif sur la question climatique. Et parfois, quand elle dit oui, il faut arriver à l'avance, mais que quand autour de la table, c'est le secrétaire d'État qui est présent, alors là, tout s'écroule. Et donc, il est quand même très important, voilà, je peux le dire devant vous parce que je le dis à nos amis allemands, qu'il est très important que l'Allemagne soit très solidaire avec la France pour que nous soyons exemplaires au niveau mondial sur la question de l'application de l'accord de Paris. Et puis enfin, il y a toutes les coopérations industrielles, bien évidemment. Il y a aussi le fameux sujet de Fessenheim, sur lequel les Allemands étaient très en attente. Donc ça, je crois que le processus est bien enclenché. Et avec le ministre de l'Industrie, qui a changé de portefeuille ministériel depuis, mais j'ai repris contact avec son successeur. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions montrer que la transition énergétique est possible, même sur des sujets aussi difficiles que celui de Fessenheim. Les Allemands attendaient depuis longtemps l'engagement du processus de fermeture de Fessenheim, notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté. Et en contrepartie, l'idée, c'est que nous mettions en place une mutation industrielle. Et le ministre de l'Industrie allemand, Sigmar Gabriel, à l'époque, avait eu l'idée que je trouve excellente de créer sur place une usine de fabrication de batteries électriques de la nouvelle génération. J'ai positionné aussi ce territoire pour l'usine européenne que Tesla doit construire en Europe. Donc là, j'ai repris contact avec les Allemands pour dire que ce que nous devons faire, c'est présenter un territoire commun, franco-allemand, pour recevoir cette usine. Et comme ça, on est plus fort, et surtout, on ne se fait pas concurrence et compétition en offrant des avantages pour essayer d'attirer, soit dans un pays, soit dans l'autre, cette usine européenne Tesla. Et enfin, l'idée, c'est de faire aussi de Fessenheim un site exemplaire en matière de démantèlement de centrales nucléaires, puisqu'il y a 400 centrales à démanteler à l'échelle de la planète. Donc c'est vrai que si on arrive à faire un laboratoire plus un chantier expérimental et même grandeur nature de démantèlement de centrales nucléaires, c'est aussi un atout et une opportunité industrielle très importante. Donc voilà, si vous voulez, ce panorama qui est finalement en trois grandes parties. Les stratégies franco-allemandes que nous avons eues, la solidarité totale de l'Allemagne que nous avons eue pour réussir la conférence de Paris sur le climat, les efforts de ratification qui ont eu lieu, les efforts de signature et de ratification sur lesquels la chancelière allemande a été très réceptive et très à l'offensive. Et puis enfin, les opérations et les démonstrateurs industriels que nous pouvons mettre en place ensemble pour accompagner cette transition industrielle qui ouvre de grands espoirs en matière de croissance verte et de création d'emplois industriels et de services sur ce secteur de la transition énergétique et écologique. Voilà les quelques messages que je voulais vous délivrer, mais vous êtes déjà en fin de journée, vous avez beaucoup travaillé. Donc je ne voudrais pas être plus longue, je voudrais vous féliciter de cette initiative et surtout de l'engagement des uns et des autres dans ce chantier si important de la transition énergétique que nous allons gagner, j'en suis sûre. Merci beaucoup.